Si comme moi, vous avez poncé le YouTube jeu de rôle, et notamment le YouTube jeu de rôle anglophone qui est très concentré sur Donjons et Dragons, vous avez sûrement déjà entendu parler du jeu Cairn. Cairn a eu un peu le vent en poupe et il y a plein de chaînes qui se sont mises à en parler dans le courant de l'année dernière au moment de la crise de l'OGL, de Wizard of the Coast, etc., etc. Pour ma part, la première fois où j'ai entendu parler de Cairn, c'était lors d'une vidéo où j'ai invité des gens du Discord de la chaîne à partager des jeux qui les intéressaient, et il y avait quelqu'un qui s'appelait le Crapal, je crois, qui avait parlé de Cairn. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Cairn, donc qui est un tout petit jeu de rôle, dont on va parler essentiellement dans cette vidéo, mais pas que, en fait, à l'origine, c'est un peu basé sur, même complètement basé, sur le jeu de Chris McDowell qui s'appelle Into the Odd. Chris McDowell, il a plus ou moins formalisé la base de ce système, qui a été reprise pour Cairn, mais que lui-même avait aussi utilisé par exemple pour Electric Bastion Land, et qu'il est encore en train de transformer pour créer un autre jeu qui s'appelle Mythic Bastion Land. Donc on va aborder un peu ces choses-là dans la vidéo, quoiqu'on va surtout se concentrer sur Cairn et Mythic Bastion Land. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ces jeux? Parce que je suis Hugo, de la chaîne Le Bon MJ, sur laquelle je parle essentiellement de jeux de rôle, même que de jeux de rôle, je crois. Pourquoi dire essentiellement? Et si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime bien les systèmes plutôt minimalistes pour animer mes parties de jeux de rôle. Alors pourquoi je préfère les systèmes minimalistes? Parce que la plupart du temps, ce qui m'intéresse, c'est soit de faire de l'assez grand bac à sable, j'ai envie de dire, pour que les personnages et les joueurs puissent faire toutes sortes de choses différentes dans un cadre donné, plus ou moins grand. Ou alors, j'aime bien aussi faire des petits one-shots, des petits trucs comme ça. Et donc, j'aime bien les règles assez simples, parce que les règles assez simples permettent de s'adapter à plein de situations différentes, permettent d'être transmises rapidement pour qu'on joue vite. La plupart des systèmes plus complexes ou plus resserrés, je trouve, dans mon expérience et dans la manière dont j'aime bien jouer, correspondent à des choses très précises. Moi, j'ai rarement l'envie de jouer un braquage et donc d'avoir un jeu qui gère super bien les braquages et le fait de jouer une bande de voleurs, vous voyez. J'aime bien faire des campagnes où on a une certaine liberté sur ce qu'on va créer, on va pouvoir interagir avec plein de choses différentes et donc avoir des règles un petit peu plus simples pour naviguer dans autant de situations différentes, c'est ce que j'aime. Alors je peux le faire de manière plus ou moins simulationniste, c'est-à-dire que les règles vont se baser sur la matérialité de l'univers dans lequel on joue, ou de manière plus ou moins narrative, c'est-à-dire que les règles vont servir à créer un certain type d'histoire. C'est ça pour moi des règles narratives. Je peux apprécier l'un et l'autre, je m'essaye aussi à d'autres choses, mais globalement j'aime bien les jeux minimaux, et au vu de l'épaisseur de ce jeu, vous vous doutez bien que c'est un jeu plutôt minimal qui m'intéresse pas mal en ce moment, et donc on va en parler tout au long de la vidéo. Si le jeu de rôle c'est quelque chose qui vous intéresse et que c'est pas encore fait, vous pouvez tout de suite vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir. Venir sur le Discord pour discuter, tout ça, tout ça. Avant qu'on continue aussi, j'ai envie de vous dire que j'ai commencé à faire une sorte de petit blog. J'ai aucune idée de si ce sera quelque chose de récurrent, de ce que je vais en faire, mais j'avais envie de me mettre un peu à écrire, à créer de manière différente, changer de médium un petit peu, sortir de la vidéo et du blabla. Donc j'ai commencé à faire un blog, je vous mettrai un lien en description si vous voulez jeter un œil aux articles que j'ai écrits. Donc vous allez voir que la plupart des jeux dont on va parler aujourd'hui sont en anglais, faut pas que ça vous fasse peur. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que Cairn a été traduit en français gratuitement. Vous pouvez y accéder. Il y a une sorte de SRD français. Et aussi parce que même si c'est en anglais, ça reste un jeu qui est extrêmement simple. Donc c'est peut-être l'occasion justement d'essayer de lire un petit peu du jeu de rôle en anglais. Il n'y a pas beaucoup à lire. Quoique dans cette vidéo, on ira jeter un coup d'œil du côté de Cairn 2e édition qui vient de sortir ses premiers PDF et qui sera produit, je pense, dans le courant de l'année, avant la fin de l'année 2024, qui prend la forme d'une boîte, etc., où là, il y a plus de lecture. Et on jettera un coup d'œil aussi du côté de Mythic Bastion Land, qui lui aussi est en anglais, peut-être un petit peu plus velu, un petit peu plus complexe. Mais bref, faut pas avoir peur si je vous montre des trucs en anglais. Je vais tout vous expliquer. Donc, le premier truc que j'ai envie de vous montrer, c'est une fiche de personnage, parce que je trouve que c'est un bon moyen de se faire une idée de ce que c'est que ce dont on est en train de parler. Donc ça, c'est une fiche de personnage de Cairn 1re édition. Et vous voyez que c'est extrêmement simple. On a un espace pour venir dessiner notre petit bonhomme, qu'on mettra ici, et puis ensuite les règles, ça tient sur pas grand chose. Donc Cairn, c'est un jeu médiéval fantastique, plutôt gritty, c'est-à-dire que nos personnages sont pas hyper puissants, la plupart des trucs qui vont les aider, ça va être leur équipement, ils vont pas avoir 15 000 capacités spéciales héroïques, et vous voyez, c'est minimal, ça tient sur pas grand chose. La proposition de Cairn, c'est plutôt de l'exploration, dans de la forêt, etc. On va dans des donjons, on va dans des tombes, tout ça, mais je pense que la base peut être utilisée pour plein de choses différentes. Donc on ne peut pas faire que ça avec Cairn. Et donc vous voyez, ça tient sur pas grand-chose. On a 3 caractéristiques principales, la force, la dextérité et la volonté. Ces caractéristiques, elles vont être notées il me semble, de 3 à 18. Enfin, plutôt
de 0 à 18 théoriquement. On va les générer très rapidement en jetant 3d6. Donc admettons je crée un personnage de Cairn, je suis même pas vraiment obligé d'aller regarder les règles parce que c'est vraiment hyper simple. Donc j'ai fait... Oula, et ben j'ai fait un très bon jet, donc j'ai 15 de force. Ok, donc je remplirai ma feuille, j'aurai 15 et 15 de force. Pourquoi je note 15 et 15? Parce que j'ai mon max et ensuite ça peut baisser. C'est à la fois des trucs qui vont nous servir à faire les jets de dés pour la résolution et tout, et à la fois des sortes de ressources, nos caractéristiques. Ensuite j'ai la dextérité, ça fait 8 et 3, 11, donc j'ai 11 de dextérité. Ensuite j'ai la volonté, c'était de 9. Ok, donc voilà, j'ai mes caractéristiques. Comment on va s'en servir? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Cairn, c'est un jeu qui est minimaliste, et qui est là pour laisser place à la narration. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un jeu narratif, parce que les règles ne vont pas orienter l'histoire vraiment dans une certaine direction. Il n'y a pas des moves comme dans un jeu powered by the Apocalypse. On vous dit pas vous êtes l'auteur de ceci, de cela, on crée pas un univers ensemble. Le but de Cairn, c'est de vous immerger dans votre personnage, de vous mettre à sa place et d'essayer de réfléchir comme si vous étiez à sa place, plutôt que d'être auteur, voire directeur de l'histoire de votre personnage. Non, votre feuille de personnage, c'est cette sorte d'interface qui va vous permettre d'interagir avec l'univers. Et au travers de très peu de règles, on ne cherche pas dans Cairn non plus à avoir un côté qu'on pourrait dire un peu plus gamey, de vous donner plein de capacités et de choisir la bonne capacité au bon moment pour résoudre les problèmes, d'utiliser la bonne mécanique, tout ça. Non, la plupart du temps, en fait, dans Cairn, vous allez juste dire ce que vous faites et puis ça va marcher, pas marcher en fonction de votre background, de qui est votre personnage, de quelle est la situation, etc. Le MJ va arbitrer tout ça. Donc en fait, c'est un jeu qui va non pas créer la narration, c'est pas des mécaniques qui créent la narration, c'est un jeu qui va laisser place à la narration. C'est plutôt ça. On va assez peu faire appel aux règles pour vous laisser développer la narration que vous voulez, ce qui implique peut-être de réfléchir, de se montrer créatif, etc. C'est pas forcément évident quand on est débutant, mais ça va renforcer ça et vous allez sûrement vous améliorer là-dedans. Et c'est un peu pareil pour le MJ, il n'a pas forcément une méga histoire et les règles ne vont pas en fait vous porter en avant dans une narration. Voilà, reconcentrons-nous sur les règles maintenant. Dans Cairn, vous allez dire ce que votre personnage fait en fonction de la situation, etc., etc. Et le moment où on va jeter les dés en fait de vos caractéristiques, la force, dextérité, volonté, ça va être quand vous allez prendre un risque. Quand il y a un risque que vous échouiez ou que les conséquences soient mauvaises pour vous, etc., etc. Et à ce moment-là, c'est du roll under. Donc c'est très simple, vous allez prendre un dé à 20 faces. C'est vrai que j'ai pas dit ça, mais il va falloir un peu tous les dés dans Cairn, du D4 au D20. Et dans une situation où le maître du jeu, vous allez devoir faire un jet de sauvegarde en fait pour éviter un risque, le maître du jeu il va vous le dire. Donc vous allez jeter un dé 20, et vous allez devoir faire moins que votre valeur actuelle dans la caractéristique correspondante. Si j'essaye de soulever une grille juste à temps pour que mon groupe passe en dessous et qu'on s'échappe, ça va sûrement être un jet de force, strength. Je vais jeter un dé 20, j'ai fait 10, donc comme c'est moins que 15 qui est ma force actuelle, je parviens à le faire et on s'échappe. C'est aussi simple que ça. Pour la dextérité, ça va plus être l'agilité, la discrétion, tout ça. La force, ça va plutôt être résister, porter les choses, peut-être sauter en fonction de si on considère qu'il faut plutôt de la force pour sauter, etc. Il va y avoir de l'arbitrage à faire là-dedans. Et la volonté, ça va plutôt être tout ce qui va être lié à l'intellect, au charisme, ce genre de choses. Résister à la peur, peut-être aussi. Donc voilà un petit peu l'idée. Comment on va savoir si on doit jeter les dés ou pas? On va juste regarder la situation et qui est notre personnage. Donc en fait, notre personnage, pendant la création de personnage, on passera vite fait plus tard dessus, on va lui déterminer un background. Donc par exemple, admettons, moi, mon personnage, c'est un marin qui est têtu, grand et maladroit. Je dis un peu n'importe quoi, donc je décris mon personnage aux autres, etc. Donc on commence déjà à se faire une image de ce personnage, à se dire ah ouais, s'il est maladroit, il doit pas être très fort pour faire ceci, s'il est marin, il doit savoir se débrouiller pour utiliser des bateaux, tout ça. Et donc du coup, les moments où on va se demander si je vais jeter les dés, vont aussi dépendre non seulement des circonstances, la situation, mais aussi de ce qu'on a défini de mon personnage. C'est-à-dire que si je suis en train d'essayer de diriger un bateau, de faire de la navigation et qu'il n'y a pas de souci, mon personnage ne jette aucun dé parce que c'est un marin. Si maintenant on est en pleine tempête, peut-être que je vais devoir faire un jet de sauvegarde pour voir si j'arrive à manœuvrer mon bateau. Un autre personnage qui n'est pas un marin, dès lors qu'il va vouloir se servir d'un bateau, il va sûrement devoir faire un jet là où moi j'aurais pas eu besoin d'en faire. Donc en fait, on va pas avoir une liste de compétences, etc. On va avoir une image globale du personnage et à chaque instant, le MJ va se demander si oui ou non notre personnage il est bon ou pas. On va faire ça assez rapidement. Il n'y a pas une liste de questions à laquelle il faut répondre. Ça doit pas prendre des plombes. Et en gros, à chaque fois, on va voir si on jette les dés ou pas. Il n'y a pas de bonus si je suis un marin, ni de malus si je suis un marin. Non, ça va juste déterminer si oui ou non je jette les dés. Le jeu est très basique. Après,
l'avantage du jeu, comme il est très basique, c'est que si vous voulez vous amuser à créer un peu plus de nuances, vous pouvez. Mais la base du jeu, c'est pas ça. Si vous voulez reprendre, pour ceux qui jouent, je sais pas, à Donjons et Dragons 5e édition, tout ça, l'avantage des avantages, vous pouvez très bien dire que le marin, ok, il va faire le jet, mais il jette 2 des 20, il garde celui qui l'arrange, etc. Bref. Donc de base, c'est vraiment ça le système de résolution. Quand vous allez subir des conséquences, parce que vous avez raté un jet de dés, ou juste parce que la situation fait que ça se complique, genre vous avez bu du poison, je dis n'importe quoi, c'était un piège, et vous n'avez pas du tout été prudent, etc., peut-être que dans ce cas-là, il n'y aura même pas de jet de sauvegarde, ou alors vous ferez un jet de sauvegarde pour résister au poison, peu importe. En gros, quand il y a des conséquences, soit elles sont purement narratives, hein, c'est juste l'histoire qui se complique, soit vous allez peut-être perdre dans votre force, votre dextérité ou votre volonté. Par exemple, si vous, je sais pas moi, vous faites un jet de force pour savoir si vous arrivez à porter une charge lourde, vous ratez votre jet de dés, le MJ dit ok, t'y arrives, mais la conséquence c'est que tu t'es fait mal au dos, et tu vas perdre, je sais pas moi, 2 de dextérité. En fait, votre dextérité va diminuer, pas votre maximum, mais votre dextérité actuelle. Et en vous reposant, etc., vous pourrez vous régénérer jusqu'à votre maximum, et dans ce cas-là, tous vos jets de dextérité ultérieurs seront plus difficiles jusqu'à ce que vous ayez récupéré, en gros. Donc voilà un petit peu pour la base. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des HP. Les HP, c'est... alors, contrairement à ce que l'image montre, ce qu'on vous explique bien dans Cairn et dans les autres jeux dont on parlera après, c'est que vos HP, donc vos hit points, ça ne représente pas votre condition physique. Ça représente votre capacité à esquiver, à être alerte, etc. Quand vous perdez des HP, des sortes de points de vie, hein, concrètement, ça ne se traduit pas dans la fiction, dans l'histoire qu'on est en train de raconter, par des blessures. Donc, pour déterminer vos HP, je reviendrai un peu plus en détail sur ce que c'est ensuite, vous allez jeter un D6. Bon, j'ai fait 1. C'est vraiment pourri. Donc, j'ai 1 HP, moi. Okay. Une fois que je connais mes HP, en fait, quand je vais perdre, quand je vais me faire attaquer, qu'on va être en combat, etc., je vais perdre des HP. Et tant que je perds des HP, c'est pas trop grave. C'est juste que j'esquive et tout. Moi, ça risque de vite arriver à 0. À partir du moment où j'ai plus de HP, les dégâts excédentaires que je vais subir vont directement affecter ma force, ma dextérité ou ma volonté, etc. Et là, ça aura des conséquences sur mon personnage. S'il subit des dégâts de force, il est peut-être blessé, il est fatigué ou que sais-je. Dextérité, il s'est tordu la cheville, j'en sais rien. À partir de ce moment-là, oui, mon personnage, dans la fiction, on pourra décrire qu'il a vraiment subi des conséquences physiques, tout ça. Mais tant que j'ai perdu que des HP, on peut considérer que c'est une esquive, une égratignure, n'importe quoi d'autre. Là où la force, la dextérité et la volonté vont se recharger sur le temps long, genre par exemple une semaine de repos, un truc comme ça, les HP, il suffit que je reprenne ma respiration, je prends une petite pause, je m'hydrate, je les regagne. Donc à la fin d'une scène d'action, je regagne mes HP en gros. Donc ça permet... que ça soit pas non plus trop punitif. Le jeu peut être assez dur, il est assez grounded, j'ai envie de dire, il est assez entre guillemets réaliste, quoi. Quand on commence à prendre des coups d'épée dans la tronche, ça se passe moins bien. Mais cette petite mécanique de HP permet de faire en sorte que ce soit pas juste une spirale mortelle. Bon là, avec un point de vie, un HP, je vous avoue que c'est compliqué. Mais c'est comme ça. Ok. L'autre petite spécificité qui a fait vraiment waouh, tout le monde était comme ça, genre sur le YouTube D&D, qui des fois ne connaît pas beaucoup d'autres jeux. L'autre spécificité, c'est que il va pas y avoir dans ce jeu de jet pour toucher, puis de jet de dégâts, etc., etc. En fait, on va jeter que les dégâts. C'est ça la grosse différence avec Donjons et Dragons. Donc en fait, notre personnage, il va avoir des armes. Je sais pas, il va avoir une dague, il va avoir une épée et tout. Ma dague, par exemple, ça va être un D6. Donc là, on passe dans le combat. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que dans les autres jeux. Ma dague, c'est un D6. Mon épée, c'est un D8. Ma hache à deux mains, c'est un D10, par exemple. Ok. Et en fait, quand ça va être mon tour, le MJ, il me dit, ok, qu'est-ce que tu fais? Si je dis, je vais taper sur le gobelin à ma droite avec ma dague, je vais juste jeter un D6. Et c'est les dégâts que je vais faire au gobelin, tout simplement. Et donc, si je fais un mauvais jet de dés, c'est sûrement que mon attaque était peu précise. Si d'ailleurs je n'ai pas fait baisser ses HP en dessous de 0, c'est sûrement qu'il a esquivé. Alors que si je fais un très bon jet de dés, c'est que j'ai fait une belle attaque, etc. Donc en fait, il y a un peu ce côté... c'est pas des passes d'armes comme on pourrait avoir dans d'autres jeux où il y a l'un ou l'autre des participants qui va prendre des dégâts, etc. C'est quand même, entre guillemets, encore un petit peu j'attaque, t'attaque, des phases comme ça. Mais ça se résout en un seul jet de dés. On voit si on a touché, on voit combien de dégâts on a fait, et paf, on passe au joueur suivant en un jet de dés. Du coup... c'est quoi, comment ça se passe, les esquives, l'armure, tout ça, tout ça. Les esquives, comme on le disait avant, c'est les HP. Ça représente ça. On se fait pas toucher tant qu'on a encore des HP. Et l'armure,
ça va dépendre de notre équipement et ça va être compris en général entre 1 et 3. Et en fait, ça va juste être déduit aux fameux dégâts qu'on nous a fait. Et comme il n'y a aucune arme, enfin, on va jamais jeter moins d'un des 4, même si le mec il a 3 d'armure, on a toujours une chance sur 4 avec un des 4 de lui faire un point de dégâts. Hop, je mets un 2. Oh bah voilà. Donc voilà concrètement la base, plus ou moins, j'ai envie de dire, de ces systèmes, sachant qu'ensuite ils ont chacun leur petite spécificité. Par exemple, dans Kern, on a de la magie. Alors je sais plus si c'est pareil dans Into the Odd ou non, mais dans Kern, pour faire de la magie, en gros on va faire des jets de volonté pour voir si nos sorts fonctionnent ou pas, de mémoire. Et puis si on se plante, on va accumuler de la fatigue, et la fatigue va venir prendre des places dans notre sac. Donc on pourra transporter de moins en moins d'équipements. Ce qui est quand même assez pénalisant, puisque notre personnage est quand même vachement défini par son équipement. Étant donné que les dégâts qu'il va faire vont dépendre de l'arme qu'il va utiliser, que pour utiliser de la magie, il lui faudra des livres de sortilèges qu'il va porter dans son sac, on voit bien que le choix de l'équipement va être crucial et va pas mal définir notre personnage. C'est-à-dire que le personnage qui est chevalier, a priori, dans son équipement, il aura une armure, une épée, etc. Et très vite, ça va commencer à remplir ces slots d'équipement qui sont limités. On en a 10. Et donc, quand on va commencer à accumuler de la fatigue et à devoir laisser de l'équipement derrière nous, en fait, parce qu'on est trop fatigué, et ben on va commencer à perdre petit à petit des options. On a aussi un petit statut là dans Kern qui s'appelle Deprived. Donc ça, c'est quand on ne prend pas le temps de se reposer, de se nourrir, de s'hydrater correctement, qu'en gros, on se retrouve dans une sorte de situation où on n'est pas en état de récupérer correctement. Si on est deprived à un moment donné, parce que on se bat nuit et jour et on ne fait rien d'autre, eh bien, on n'aura plus cette régénération facile dont on parlait plus tôt des HP. Notre régénération de HP va s'arrêter jusqu'à ce qu'on ne soit plus deprived. Donc voilà grosso modo pour Kern. Donc maintenant je vais vous montrer la version française dont je parlais qui a été traduite et on va voir si j'ai oublié des trucs un petit peu. Je passe rapidement. Donc dans sa structure, on se retrouve avec des petits conseils sur comment jouer au jeu. On nous parle du fait qu'on n'a pas de classe, de l'évolution, etc. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de niveau. Comme on n'a pas de capacité vraiment à débloquer, etc., qu'on n'a pas une classe avec des trucs à débloquer à chaque niveau, encore une fois, c'est un jeu assez grounded. Donc, si vous vous entraînez à faire des trucs, bon, bah, ça va être à voir avec votre OMJ. Peut-être il vous dira, ok, t'as plus 1 de dégâts si tu te bats avec cette arme parce que ça fait des semaines que tu t'es entraîné. En gros, l'amélioration du personnage va se faire vraiment à travers son équipement, à travers les rencontres qu'il va faire dans le monde, à travers son entraînement éventuellement, des pactes qu'il va faire avec des démons, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de système de progression avec de l'XP par défaut. Vous allez voir qu'il y a quand même un petit système de progression mécanisé, on y reviendra après. Donc ouais, ça c'est le côté pas de classe, évolution. Le but c'est de vraiment jouer en bac à sable a priori avec un gardien très très neutre. Donc voilà, on a des principes de base qui sont honnêtement très intéressants, mais la vidéo risque d'être longue, donc je vais avancer assez vite. C'est des choses dont j'ai pu parler dans des vidéos sur Shadow Dark, etc., de ces principes-là. Hop. Alors, donc pour la création de personnages, vous voyez, en français, les HP, ça a été traduit par protection des coups, PC. Donc c'est vraiment pour dire que tant que vous n'êtes pas arrivé à 0 PC ou protection des coups, vous n'avez pas pris de coups en réalité. Donc vous voyez que la création de personnage, ça va consister en gros à déterminer vos caractéristiques, votre protection des coups et votre inventaire, vos traits, et ça va faire votre personnage. Donc au départ, vous aurez pour tous les personnages 3 jours de ration, parce que là, dans le cadre de Kern, on est dans de l'exploration, donc il semble normal que nos personnages aient des rations, une torche, etc. Mais après, si vous jouez dans un autre setting, vous pouvez faire un petit peu l'inventaire, on va dire, à la mano, en fonction de ce qui vous semble cohérent. Mais là, on est plutôt sur une création aléatoire, sachant que en termes d'équipement de départ, tout le monde aura quelque chose et ensuite on tirera d'autres équipements. Donc ensuite, vous allez vous tirer un nom de famille, un historique, ce fameux historique qui est ce que vous faisiez avant de partir à l'aventure et qui va donc permettre de savoir quand est-ce que vous devriez jeter les dés, est-ce que ça semble difficile ou pas pour vous. Et en fait, ça va faire que vous allez relativement peu jeter les dés dans des moments, on va dire, simples. Si vous avez un rôdeur dans votre groupe, il va être évident que pour traquer une créature, etc., a priori, il va pas faire de jet de dés, sauf s'il y a vraiment un enjeu autour de ça. Et c'est donc ça qui va laisser la place à la narration, là où peut-être dans un donjon et dragon classique, etc., par réflexe, étant donné que les règles sont pas... En fait, étant donné qu'on a des compétences écrites sur notre feuille de traquer, faire ceci, faire X, faire cela, on aurait tendance à vouloir s'en servir, c'est normal, et donc à jeter les dés autant que faire se peut sur ses compétences dès que c'est possible. Là, en fait, on va pas acheter les dés à moins que ça commence à sentir la mouise. Donc on va avoir des traits physiques, des vices, des réputations, plein d'autres choses qui vont en fait permettre de faire tout cet arbitrage en commençant par se faire une idée de qu'est-ce que c'est que notre personnage, une idée globale,
On n'est pas là en train de compter les traits, etc. Les traits ne sont pas une mécanique en soi, genre j'ai ce trait, ça me donne +1, etc. On se donne une idée du personnage avec les traits, et ensuite ça nous fait nous demander si on devrait jeter les dés ou non. Ensuite, on a les équipements. Donc, vous voyez, la plupart des équipements ne s'accompagnent d'aucune mécanique. En fait, le moment où les équipements s'accompagnent de mécanique, c'est ici. C'est-à-dire qu'un bouclier, ça donne +1 d'armure. Une brigandine, ça donne +1 d'armure et c'est encombrant, donc ça prend 2 places dans le sac. Une dague, ça fait D6 de dégâts. Ici, on a des trucs, mais sinon, les équipements n'ont pas de mécanique liée. On s'en sert juste de manière cohérente, quoi, grosso modo. Les sorts, alors on verra après pour les sorts, mais on en a une centaine. Voilà, l'équipement, les prix, blabli-blou, j'avance. Ici, quand même, c'est intéressant, on a un ensemble d'équipements classiques de fantasy pour créer un personnage très très vite, si on le souhaite, et aussi très archétypal. Si on n'a pas envie de faire complètement random en jetant plein de dés partout, on peut faire un truc très archétypal, se dire « Ah bah moi je suis un guerrier, donc voilà, j'ai un glaive, j'ai un cimetière, j'ai une épée courte, j'ai une autre épée courte, waouh, j'ai un sac à tabac et pipe et un jeu de dés. » Attends, c'est normal qu'il ait 4 épées le mec ? Bon, peu importe. Les reliques, voilà, c'est des petits objets magiques. Donc là, on est déjà plus dans la création de personnages. En général, c'est des trucs qui vont avoir un effet précis et un nombre de charges, un truc comme ça, qui vont vous prendre encore une fois de la place dans votre sac qui est limité. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais un petit peu sur la guérison et tout. C'est vrai que je vous ai pas parlé de la mort. Reprenons notre exemple des HP là. Donc je suis en train de me battre. Je prends des dégâts. Mon armure mitige les dégâts. Je perds des HP, tout ça, mais ça n'a pas encore tapé dans ma force, etc. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune règle particulière qui ne s'applique. Lorsque ça commence à taper dans ma force, donc par exemple que les dégâts ont passé mes HP, j'ai plus de HP et je prends 8 points de dégâts, là, on va prendre un exemple. On va dire que je prends 8 points de dégâts. Donc j'avais 15 points de vie, 15 moins 8, j'arrive à 7 points de dégâts. Qu'est-ce qui se passe ? Je descends. Ce qui va se passer, c'est que je vais prendre des dégâts critiques. Lorsque je prends des dégâts qui réduisent la force, je dois effectuer un jet de sauvegarde de force pour éviter des dégâts critiques. Donc c'est la force, ma nouvelle force. Donc là, je me suis pris les coups, je suis passé à 7 de force, j'ai pris vraiment très très cher. Je vais leur faire un jet de force et faire 7 ou moins. J'ai été un D20 et faire 7 ou moins. Si je rate, eh ben, ça veut dire que j'ai subi des dégâts critiques. Je ne peux rien faire d'autre que ramper faiblement, m'accrocher à la vie. Et il faut que je reçoive de l'aide pour qu'on me stabilise. Si je suis pas soigné, je meurs dans l'heure qui suit. Ma force tombe à 0 carrément. Là, je meurs sur le coup. Donc en fait, c'est pas si mortel que ça, entre guillemets, à moins que vous jouiez, vous battiez contre des adversaires très très cruels, parce qu'en fait, vous avez plus de chances de prendre des dégâts critiques que d'arriver à 0 de force et mourir. Et lorsque vous prenez des dégâts critiques, vous êtes au sol, vous rampez, et il faut qu'on vous vienne en aide. Vous ne mourrez pas immédiatement, et probablement que votre adversaire, ça dépend de sa psychologie, il va s'attaquer à quelqu'un qui est encore en mesure de se défendre et qui est debout. Donc en fait, le TPK, le fait que tout le monde meure et que ce soit la merde, risque d'arriver quand vraiment tout le monde est tombé à 0. Mais sinon, en fait, une fois que vous avez pris un coup critique, vous êtes par terre et puis on vous embête plus. Il n'y a même pas de jet de sauvegarde contre la mort. Donc, vous voyez, c'est à nuancer. Même si on n'a pas beaucoup de points de vie, que les combats peuvent aller très très vite et être on peut très vite trancher qui a gagné, perdu, entre guillemets. C'est pas forcément mortel en mode on va tous crever. Et j'en profite pour faire une petite pause parce que pour moi ça c'est quand même cool. Ce que j'aime bien, c'est que le jeu, c'est là où il est pas pour moi entre guillemets trop à l'arbitrage, vous voyez, c'est que les joueurs ils savent très bien à quelle sauce ils vont être mangés, quoi, la force, etc. Les dégâts, c'est vraiment des jets de dégâts, c'est pas j'ai raté un jet de dés donc le MJ me décrit un peu une blessure et tout. On sait à quelle sauce on va être mangé. Mais c'est très très simple à tout instant de comprendre dans quelle situation on est et de prendre des décisions par rapport à ça. C'est ça que j'aime bien. C'est des règles simples mais des règles claires, contrairement à un jeu où en fait on jetterait, par exemple comme moi qui jouais à mon 2d6 plus bullshit, c'est pas un jeu plus narratif, c'est un jeu qui laisse place à la narration mais qui, là où il met des règles, est finalement assez simulationniste et tranche dans le dur avec sa mécanique. Alors que dans 2d6 plus bullshit, je vais pas vous expliquer comment ça fonctionnait, mais grosso modo, le joueur, il faisait un jet pour voir comment se passait le combat, et ça pouvait être soit il échoue, et donc ça commence à mal tourner, soit il réussit avec une complication, donc il réussit le combat, mais il subit peut-être une blessure, un truc comme ça, soit il réussit, et en fait, à ce moment-là, les conséquences sont laissées à l'arbitrage du MJ. Là, les conséquences sont très claires. Donc les MJ, les PJ, en particulier en combat, savent très bien les risques qu'ils prennent. Je remonte un petit peu, voir si j'ai pas raté un truc. Tout ça, on en a déjà parlé. Le moral, je vais pas m'attarder dessus. Richesse, trésor, réaction. Donc on a des trucs classiques d'OSR pour les rencontres aléatoires, voir quand on tombe sur quelqu'un, quelle va être ses dispositions vis-à-vis de nous et tout. Lancer des sorts. Donc n'importe qui peut lancer des sorts. Il n'y a pas de classe. Donc ça, c'est un des partis pris de Kern. N'importe qui peut lancer des sorts en tenant un livre de sorts à 2 mains et en lisant son contenu à haute voix.
Il doit alors ajouter une fatigue à son inventaire, occupant un des emplacements de son sac. S'il dispose du temps et de la tranquillité nécessaires, le PJ peut améliorer les effets d'un sort, par exemple en affectant plusieurs cibles, en augmentant sa puissance, etc., etc. Si le PJ est épuisé ou en danger, le gardien peut exiger du PJ qu'il fasse une sauvegarde de volonté pour éviter tout effet néfaste au lancer du sort. Les conséquences d'un échec sont équivalentes à celles de l'effet recherché et peuvent entraîner une fatigue supplémentaire. Donc en fait, je m'étais un petit peu trompé plus tôt, lancer un sort en soi ne va pas forcément nécessiter un jet de volonté, c'est que lorsque le MJ l'exige, entre guillemets. Par contre, ça, par défaut, vous fera accumuler de la fatigue dans Cairn. Ensuite, on nous parle de mercenaires, etc. Je passe. Pour ce qui est des rounds, c'est plutôt simple, c'est toujours les PJ qui jouent tous, et ensuite les méchants qui jouent tous, sauf s'il y a eu une embuscade, un truc comme ça. Voilà, c'est toujours un camp puis l'autre. C'est juste au début du combat, tous les PJ vont faire un jet de dextérité. S'ils ratent ce jet de dextérité, ils jouent pas au premier tour, mais ensuite ils jouent à tous les tours. Donc c'est très très simple. Au niveau des actions, c'est pareil, c'est hyper simple. On peut se déplacer et faire une action. Voilà, grosso modo. Les dégâts, je vous en ai déjà parlé. Ambidextrie, si j'attaque avec une arme dans chaque main, eh bien je jette, par exemple j'ai 2 dagues, 1 D6, je jette 2 D6 et je garde le meilleur résultat, les dégâts ne s'accumulent pas. Et c'est pareil quand tous les PJ ou plusieurs créatures ou n'importe quoi décident de s'attaquer à une même cible. Par exemple, tous les PJ essayent de taper sur un ogre, ils jettent tous leurs dés et ils gardent le meilleur de tous leurs dés. Ça c'est assez particulier, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'en fait, ce que ça va faire, c'est que dans les combats contre un seul adversaire ou un peu les boss, les gros monstres, etc., si on avait effectivement jeté tous les dés en même temps et additionné tous leurs dégâts pour voir ce qui se passait sur le monstre, bah déjà en termes de calcul, ça aurait été plus compliqué parce qu'il aurait fallu additionner tous les dés, mais en même temps faire la soustraction de l'armure sur chacun individuellement, etc., etc. Donc ça aurait pu être un peu long. Et surtout, en fait, ça aurait fait des combats très très courts dès lors qu'on tape tous sur la même cible. Donc en soi, si c'est 5 humains qui s'attaque à un humain, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, en tant que MJ, en termes d'arbitrage, il n'a aucune chance, c'est terminé, et même pas jeter les dés. Mais quand vous battez contre un ogre, etc., peut-être vous avez envie... Allez. Et là, c'est là où ça peut être un petit peu plus gamey, narratif, vous voyez, que le combat contre l'ogre, ce soit au moins 2 tours. Je dis n'importe quoi. Et donc, du coup, effectivement, tous vos joueurs vont lancer leurs dés pour attaquer en même temps, et on ne gardera que le meilleur résultat pour déterminer les dégâts subis par l'ogre, ça ne va pas se cumuler. Quand des dégâts sont appelés explosifs, ça veut dire qu'ils affectent toute une zone, donc ça peut être un dragon, je sais pas si un dragon attaque votre groupe, il a peut-être un souffle de feu 1 des 10, et bien en fait ce qui va se passer c'est qu'il va jeter 1 des 10 pour chaque joueur, c'est aussi simple que ça. Ensuite il y a le modificateur d'attaque, en fonction de la situation, vos dégâts peuvent être atténués ou renforcés. Encore une fois c'est un petit outil d'arbitrage extrêmement simple, c'est-à-dire que si justement, on peut reprendre l'exemple de vous êtes 5 bonhommes en armes avec des couteaux et vous attaquez. Bon, vous êtes vraiment des enflures. Hein. Là, on est en train de parler d'une attaque au couteau sur un innocent. Hein. Sachez-le. Vous êtes dans la rue, vous êtes au Sénat romain et vous allez tous poignarder César là. Bon, César il peut pas faire grand-chose, donc en fait. Même si vous aviez des dagues qui devaient faire 1 D6, peut-être on va considérer que vous avez une position renforcée et tous ces D6 seront en fait des D12 pour attaquer César dans cette situation parce que vous avez complètement l'ascendant sur César. Maintenant, à l'inverse, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, peut-être qu'on se bat contre un dragon. Et peut-être que contre un dragon, l'attaque, elle est atténuée. À moins qu'on grimpe sur son cou et qu'on essaye d'aller sur un point sensible et que du coup, ça nécessite des actions pour préparer cette situation où on est en mesure de vraiment attaquer le dragon sur son point faible. Peut-être que on va considérer que notre situation, notre position est très désavantageuse face au dragon parce qu'il est immense. Et donc du coup, tous nos dégâts vont être atténués. Et peu importe l'arme qu'on utilisait, on va acheter un D4 à la place pour nos dégâts. Voilà, ça vous permet de jouer sur la situation, etc. Ensuite, on a une petite règle sur les combats de masse, éventuellement. Mais je vais passer. Et on a la règle des cicatrices. Donc la règle des cicatrices, c'est honnêtement, je pense, c'est un peu la dernière règle qui va nous intéresser mécaniquement pour Cairn de base première édition. Ensuite, on passera à d'autres choses. La règle des cicatrices, c'est un système de progression qui est pour le coup mécanisé. Comme on l'a dit plus tôt, dans Cairn, si on considère que vous entraînez beaucoup à être plus athlétique, etc., peut-être que votre MJ, à un moment donné, il va dire « Ok, t'as passé 3 mois à t'entraîner, tu peux prendre plus 1 en force. » Je dis n'importe quoi. Il n'y a pas de truc mécanisé, à part cette mécanique de cicatrice, qui fait qu'en fait, lorsque vous arrivez pile à 0 HP, c'est-à-dire que moi, étant donné que j'ai 1 HP là, si je prends 1 point de dégâts, et donc que j'arrive à 0 HP, la mécanique de cicatrice s'active. À ce moment-là, je vais me baser sur les dégâts que j'ai subis.
Donc pour moi, pour le coup, moi, c'était 1 point de dégâts. J'ai subi 1 point de dégâts, ça m'a amené à 0 HP. Et ben, je vais avoir une cicatrice durable. Je lance un D6 pour voir ce qui s'est passé dans la fiction. Est-ce que j'ai une cicatrice au cou, à la main, à l'œil, que sais-je. Et ensuite, je relance un D6. Et si ce total est supérieur à mes points de vie max, c'est mon nouveau. Donc super en fait. Finalement, je suis content que ça me soit arrivé ça. Parce que du coup, je lance un D6. Et là, j'ai fait 6. J'ai fait 6. À partir de maintenant, mon personnage, il a 6 points de vie. Donc en fait, ce que ça va faire comme mécanique, c'est que ça va faire que quand vous allez prendre des risques, vous mettre dans des situations difficiles, etc., au fil de l'aventure, votre personnage va quand même se renforcer, va gagner en expérience pour éviter des coups. Il a pris une cicatrice, il a appris de ses erreurs, et à partir de maintenant, il sera plus prudent, il esquivera plus facilement, et il se fera moins facilement avoir. C'est aussi simple que ça. Il y a différents résultats, hein. Vous pouvez avoir des caractéristiques qui montent, tout ça. Donc votre personnage peut quand même devenir de plus en plus fort, mais pas sans prendre de risques. Voilà, ensuite on a un mini bestiaire, un petit truc pour créer des monstres. On a les sorts, donc vous remarquerez que les sorts, là je passe rapidement, mais à chaque fois c'est jamais des sorts de combat, il n'y a pas vraiment de sorts de combat. C'est plutôt des trucs pour hypnotiser, lever les morts, je sais pas quoi, pour manipuler l'environnement et résoudre des problèmes. Et voilà. Et en fait, ici, vous voyez, on a un résumé des règles, donc c'est vraiment extrêmement simple. Ça, c'est Cairn. C'est Cairn première édition qui est gratuit et que vous pouvez trouver en français. Maintenant, j'ai envie de vous parler, et c'est peut-être pas forcément logique, j'aurais pu vous parler de Cairn deuxième édition tout de suite. Tiens, est-ce que je vous parle de Cairn deuxième édition tout de suite ou est-ce que je vous parle de Mythic Bastion-End? En fait, je me dis ça par rapport à mon ordre de lecture. Allez, on va parler plutôt de Cairn deuxième édition, ça me semble plus logique. Qu'est-ce que la deuxième édition, qui n'est pas encore tout à fait sortie, va ajouter à Cairn? On va passer très rapidement, je l'ai lu ces derniers jours, pas entièrement. Grosso modo, on est dans la même idée, donc là on passe à l'anglais pour la deuxième édition. Ça va prendre la forme d'une boîte, cette deuxième édition. Là, il y a quand même des choses qui changent. Tout ce que je vous ai dit avant reste toujours vrai, je crois. Ce qui va changer concrètement pour les joueurs principalement, c'est qu'il va y avoir des sortes de classes, entre guillemets. Alors c'est des backgrounds, du coup c'est optionnel en fait, vous pourriez vous en servir ou pas, mais il y a plus des rôles à la création de personnages qui vont avoir des petites capacités spéciales, un petit peu plus rigolotes. En fait on va avoir des personnages un petit peu plus, peut-être un petit peu plus teintés. Par exemple, quand je vais tirer mon background, je vais tirer que je suis un Orifex, donc un artisan des arcanes, un forgeron des forces subtiles. Dans mon atelier, je tords les lois de cet univers et tout ça. Donc ça va déterminer mon équipement pour correspondre à cet archétype. Puis je vais tirer une expérience qui s'est mal passée et ça va me donner un pouvoir ou un objet, un petit truc rigolo. Et je vais aussi tirer, par exemple, un truc alchimique, une merveille d'alchimie que j'ai créée et que je vais avoir au début. Et puis il va y avoir le chirurgien barbier, donc plutôt une sorte de médecin. Et je vais avoir un truc aussi pour le chirurgien barbier. Puis pour le beast handler, donc le dresseur, celui qui s'occupe des animaux, etc., etc. Et comme ça, on va avoir pas mal de background. Et donc tout ça, ça va plus correspondre à un petit univers qui vient en sous-couche dans Cairn deuxième édition. Là où la première édition, on était déjà dans la forêt, tout ça. Là, il y a carrément un peu de lore. Ça reste très léger. Et puis surtout, ça peut vous inspirer, même si vous voulez pas jouer avec vraiment ces backgrounds-là et tout, sur des petites mécaniques, justement, ces fameux moyens de faire progresser vos personnages, de leur donner des objets magiques, des petits trucs. Ça peut vous donner des exemples de comment ferait l'auteur de Cairn dans sa philosophie. Donc voilà, grosso modo, le plus gros changement pour les joueurs. Un autre truc, c'est que cette édition-là ajoute des procédures pour l'exploration un petit peu plus précise et tout. Donc encore une fois, c'est optionnel, vous pourriez faire 100. Vous pourriez très bien vous en passer et rester sur du beaucoup plus simple. Mais si vous avez envie d'avoir une gestion un petit peu plus claire de comment ça se passe, l'écoulement du temps, quand on est dans la nature, quand on est dans un donjon, etc., on vous ajoute ici des nouvelles procédures, aussi pour la météo, etc., vu que c'est un jeu d'exploration. Et honnêtement, après les avoir lus, je trouvais ça, on va dire, d'assez bonne... en fait, très facile, relativement facile à retenir, un peu de bon sens. Il y a quelques actions, quelques trucs. Donc, je trouve que ça reste, même si c'est un ajout et on aurait pu se dire, est-ce que c'est pas juste rendre Cairn plus compliqué? Je trouve que ça va. En fait, c'est juste ajouter un petit système pour gérer les moments qui ne sont pas on est dans le lieu de l'aventure et on fait l'aventure. Pour gérer par exemple l'exploration de la forêt, l'exploration du donjon. Et on a même un petit truc sur le downtime, justement avec un truc vraiment tout con, un peu à la, comme dans plein de jeux en fait, mais là comme ça me fait penser à Blades in the Dark, etc. Un truc où en fait quand vous faites des downtime et que vous voulez faire des trucs qui prennent du temps, vous déterminez juste un nombre d'étapes clés, des milestones, le coût, etc. de la tâche à faire, et puis on jette des dés éventuellement pour voir si on arrive à progresser sur ce truc, genre par exemple pour s'entraîner,
pour construire quelque chose, des projets au long terme, tout ça. On vous donne des petits exemples ici justement du training, là, le fameux training. Qu'est-ce que vous pourriez donner à vos joueurs pour les aider un petit peu si vraiment ils décident que leur personnage s'investit entre chaque aventure, quand il se repose dès qu'il en a l'occasion pour essayer de devenir un meilleur combattant, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner à ce personnage? Vous voyez, c'est ça l'idée. Et là, on a un très bref aperçu de l'univers de jeu sous-tendu qu'on appelle le Valve. Donc en fait, ça n'ajoute pas plein de mécaniques et des subclasses et des trucs comme ça. On reste dans la même idée que on veut jouer à un jeu où on se concentre principalement sur la narration et la matérialité de l'univers. Encore une fois, c'est ce que je disais avant. Sans pour autant en faire un jeu dont l'objectif est de créer une histoire. On est quand même à la place de notre personnage embarqué dans le truc. Ça d'ailleurs, c'est la nouvelle fiche de personnage de Kern qui est vraiment très très stylée. Hein. On va pas se le cacher. Enfin, moi, je suis fan. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle vient sous 2 formes. Ça, c'est la forme qu'on retrouvera dans la boîte à la réception en physique. Donc, plus classique, verticale et tout. Mais je trouve trop stylé l'épée au milieu et tout. Franchement, la gueule de la feuille de personnage est insane. J'adore. Et vous voyez qu'il y a des nouveaux emplacements, voilà, pour des trucs genre des liens, des omens, etc. Mais encore une fois, c'est pas des grosses mécaniques et tout. C'est juste, ça ajoute un petit truc. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur Ken 2e édition que je peux encore vous montrer? Ah, il y a une putain de mouche là, casse-toi. Ok, reste calme. La vidéo n'est pas terminée. On a le Warden's Guide, le guide du MJ. Et ça, honnêtement, je trouve qu'il est franchement pas mal fait. J'ai rarement vu un Warden's Guide comme ça. Parce qu'en fait, il y a vraiment un truc de world building. Et ça, c'est intéressant vu qu'on est sur du bac à sable et tout. En fait, ce qu'on va retrouver, c'est comment créer un petit setting avec plusieurs générateurs et tables pour nous aider, mais surtout avec une petite procédure pour nous aider. Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans des trucs comme En Terre Sauvage. Ça m'a fait penser aussi beaucoup... Là, je lâche des refs pour ceux qui veulent gagner du temps et qui les auront. Ça m'a fait penser aussi à Into the Weird and the Wild, ce genre de jeu-là, de livre-là. Et toujours dans cette recherche d'un certain minimalisme. Donc je trouve que ça correspond bien à Kern. En fait, je pense que la difficulté avec la première édition de Kern, potentiellement, pour un MJ et tout, c'est de se dire, ok, c'est hyper simple et tout, je comprends comment ça va se passer, la partie, mais qu'est-ce qu'on joue en fait ? Qu'est-ce qu'on joue? Pour vraiment quelqu'un qui débute le jeu de rôle, je pense que ça peut être un petit peu bloquant. Et là, maintenant, avec la boîte qu'ils vont faire pour la 2e édition, je pense que ça commencera à devenir un jeu, entre guillemets, qu'on peut mettre dans les mains d'un débutant pour qu'il commence de A à Z sans avoir besoin de regarder plein de vidéos où qu'on lui explique tout et tout. Parce que souvent, les jeux minimaux, là, comme la version de base de Kern, ça compte quand même un petit peu sur le fait que vous ayez un petit peu d'expérience, je pense, que vous compreniez déjà un peu plus ce que c'est le jeu de rôle, comment je vais préparer un parti, etc., etc. Ce guide, je trouve que franchement, avec les principes qu'on retrouvait au début du Player's Guide, là, et les principes du gardien, et en plus, chose qu'on ne va pas couvrir dans cette vidéo, les aventures qui seront contenues dans la boîte. Je vous montre très rapidement, mais on va pas regarder plus que ça, parce que moi, ça m'intéresse assez peu. Mais il me semble, alors ça, je peux pas vous l'affirmer, j'ai un doute, mais que voilà, il y aura des aventures un peu contenues dans la boîte. C'est peut-être pas celle-là, mais il y aura au moins une aventure dans la boîte. On aura en fait vraiment, enfin, une sorte de boîte qui permet de partir dans Kern. Mais bref, je tourne en rond. Donc on a des trucs de world building, on va avoir des conseils, je reviendrai sur les conseils après, et on va avoir des outils de gardien. Donc le world building, ici, c'est créer un setting. Donc un setting, c'est quoi? C'est une petite région, un truc. Alors je vous passe rapidement, mais en gros, on va générer la région, les factions et c'est ça, la région et les factions, grosso modo. En termes de géographie, de topographie, en jetant des dés sur une feuille, tout ça, donc des trucs où on a des tutos sur Internet et tout. Le mec, il a récupéré toutes ces idées-là, il les a mis à la sauce Kern et il l'a intégré et c'est très très cool. Un truc que je trouvais amusant, c'est un contre-pied un peu qu'il y a. C'est qu'on nous fait créer des factions avant de créer la région, alors que j'avoue que moi, j'ai toujours cette tendance, c'est peut-être parce que je trouve ça logique dans l'histoire, mais ça me challenge moins, j'ai toujours cette tendance à vouloir réfléchir à la région, à un peu une époque, une région, avant de penser aux factions qui sont dedans. Et mine de rien, le fait de commencer par les factions et d'ensuite faire la topographie, ça vient poser des questions qui vont peut-être faire un truc un peu plus original. Je m'explique. Moi, quand je commence à faire une map et que je mets des montagnes et tout, je fais, bon, bah si c'est des montagnes, les gens, ils doivent vivre... je sais pas moi, avec des métaux, et donc il va y avoir la guilde des mineurs, et puis voilà. En fait, un truc entre guillemets, pseudo-réaliste, de partir du terrain pour me demander qui vivrait sur ce genre de terrain et qu'est-ce qui produirait, etc., etc. En inversant la tendance, en tirant d'abord, par exemple, qu'on a des artisans
j'en sais rien, qui ont des objets magiques et qui sont une religion et j'en sais rien, moi je me fais tout de suite une idée, mais qu'ensuite quand je tire que ça se passe sur, je sais pas, la plage, je dis n'importe quoi, ça vient challenger mes idées préconçues et je commence à me dire, attends, j'ai tiré, je vais dire typiquement, j'ai tiré que ma faction, elle avait une agriculture florissante, mais on est dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Et ben peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais, ah, ils ont des sortes de jardins sous terre, bon, ce qui n'est pas hyper original non plus, hein, qu'on s'entende bien. Ils ont des jardins sous terre secrets où ils peuvent cultiver des plantes spéciales qui poussent sous terre dans le désert et tout. Là où, si j'étais parti du désert et que je m'étais demandé qui vit là-dedans, bah, je me serais peut-être dit, ah, il y a un oasis à un endroit où il y a une ville, parce que je vois pas autrement de possibilité d'avoir un super truc agricole dans un désert, vous voyez. Enfin, bon, bref. Vous avez compris. Je vais m'arrêter là. Donc voilà un peu l'idée. Et en fait, une fois qu'on aura fait la région, entre guillemets, on va faire un tirage de l'endroit où il peut y avoir des donjons, des villes et tout. Et on va avoir un truc pour générer des détails sur ces donjons, pas sur les villes pour le coup. Sur les villes, on a assez peu d'outils. Parce que le jeu part du principe que vous êtes des aventuriers, donc vous n'avez pas passé beaucoup de temps en ville. Mais on va avoir tout un truc pour créer un petit peu un donjon. Pareil, vous voyez, avec des tables et tout. Et pareil, avec des jetés de dés sur une feuille, et on va transformer ça en donjon. Et on va avoir pareil pour la forêt. C'est là où ça me faisait penser. La forêt, c'est ici, tac, tac, tac. La forêt, ouais. La forêt, pareil, on va avoir un peu le même système de crawling dans la forêt. Donc, dans la même idée qu'un donjon, en fait, considérer plus ou moins une forêt comme un donjon. Et ça fait penser à Into the Wild and the Wild. Donc, voilà pour le world building. Ensuite, on a tout un exemple d'ailleurs. En fait, comme il y a des exemples complets assez développés, ça vous fait déjà aussi potentiellement des aventures à tester à travers celle de l'exemple. Donc vous avez plus ou moins un truc compris déjà dans ce chapitre-là. Ensuite, on a les outils du gardien. Donc on va voir le bestiaire. Donc le bestiaire, vous voyez, c'est extrêmement simple. En fait, c'est les créatures, etc., sont soumises aux mêmes règles que les PJ. Grosso modo, je vois pas de différence. Donc c'est super simple. Elles ont des HP, cette fameuse capacité à esquiver, elles ont une force, une dex, une volonté, potentiellement un dé de dégâts, potentiellement de l'armure. Si je prends un bandit, vous voyez, on va prendre le classico bandito, il a 4 points de vie, 1 d'armure, 12 de force, 12 de dextérité, 9 de volonté, une épée courte D6 et un arc court D6, et puis des petits trucs en plus. Mais c'est très très léger, il n'y a pas de mécanique complexe, ce qui ne signifie pas que vous ne pouvez pas en intégrer, étant donné que le jeu a quand même eu un petit succès à son échelle, et qu'en plus vous pouvez vous inspirer de Into the Odd, Electric Bastionland et Mythic Bastionland qu'on ira voir vite fait après, vous pouvez commencer à construire sur ce système, rajouter des choses, puisqu'il n'y a pas grand chose, c'est facile de rajouter des choses. On vous explique comment créer un monstre, avec une table aléatoire pour créer des monstres, comment convertir des monstres, des modules du commerce, à la D&D, j'ai envie de dire, hein, ils vous disent pas comment transformer un truc, je sais pas moi, de RuneQuest en Kern. Enfin, je crois pas. Donc tout ce truc-là, je suis pas passé hyper longtemps dessus. Relativement long, le truc de création de monstres. Des tables pour nommer les choses, etc. C'est intéressant. J'avais pas vu ce passage-là, je vous avoue, là je découvre un petit peu. J'étais passé vite dessus, mais encore voilà, des choses pour faire du world building et créer, préparer, et aussi générer aléatoirement en pleine partie. Ensuite, si on a des conseils pour la progression des personnages, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut être un peu contre-intuitif. On est habitué dans beaucoup de jeux à débloquer des mécaniques, que ce soit augmenter nos points de vie, augmenter nos caractéristiques, augmenter nos compétences, avoir plus de sorts, avoir plus de ceci, cela, même dans des jeux Powered by the Apocalypse, on débloque des nouveaux moves, tout ça. Là, on essaie de faire une sorte de progression du personnage très très organique, très ancré dans l'univers. On n'essaie pas de prendre de la hauteur par rapport au personnage en fait. C'est vraiment un jeu qui essaie de vous mettre vraiment au niveau de votre personnage, que vous ayez le sentiment que ce soit assez réaliste. C'est ça le sentiment que je ressens moi quand je dis ce truc. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et donc c'est assez immersif je pense. Et je pense que ça colle bien à mon style de jeu. Donc je suis plutôt content de tout ça. Je l'ai testé une seule fois pour l'instant, je fais un peu de blabla en scrollant. Alors on arrive aux spellbooks, je fais un peu de blabla en scrollant. Je l'ai testé une seule fois pour l'instant, et en fait j'ai testé avec Mythic Bastionland pour jouer à Inevitable. Donc pour vous dire à quel point pour l'instant j'ai pas encore vraiment testé tel quel, mais j'ai déjà fait une partie comme ça, avec le système de Mythic Bastionland qui est assez semblable. On verra les différences juste après. Et franchement, j'ai kiffé. Ma prochaine campagne, je vais la jouer avec ça, hein, avec Kern plutôt, quitte à ajouter des choses. Mythic Bastionland, c'est déjà un petit peu plus complexe dès le début. Donc bref. Ici, on a les sorts, on a des reliques, on en a pas mal, honnêtement, franchement. Et là, on arrive sur des conseils et exemples. Comment créer des backgrounds? Donc ça, c'est si on a envie, typiquement, de jouer plutôt dans notre setting plutôt que dans le setting du jeu avec les backgrounds du jeu, si on a envie de créer des choses différentes.
On a aussi comment faire un petit pound crawl. On a des conseils, des questions fréquemment posées. Donc tout ça, ça ressemble beaucoup à la manière de faire de Chris McDowell, justement, l'auteur de Into the Odd, de créer comme ça tout un paquet de conseils pour expliquer comment jouer au jeu, comment arbitrer en fait. Parce que ça peut être un peu ce qui manque dans les jeux très très simples. On vous dit arbitrer comme vous voulez. Si vous avez l'expérience, bah ça vous va. Mais si vous avez zéro expérience, vous pouvez vous demander mais c'est tellement simple comme règle, qu'est-ce que je vais faire et tout. Là, on a du conseil sur comment faire, des explications, des situations avec les classiques trucs où il y a un personnage, un maître du jeu, en fait des mises en situation avec comment vous pourriez faire à ce moment-ci, comment vous pourriez faire à ce moment-là. Et on termine avec le setting de Vald, donc des factions, des trucs, une table de NPC, tiens. J'avais pas vu ça. Des événements qui peuvent avoir lieu. Et on termine avec des références, une bibliographie, etc. etc. Donc ça, c'était Cairn. C'était déjà un gros morceau. Mais on va maintenant aller voir Mythic Bastionland. Donc Mythic Bastionland, c'est un jeu qui a la même base que Cairn, grosso modo, donc je vais pas repasser dessus, mais qui ajoute plus de mécaniques de combat, etc. Parce que c'est un jeu où on va jouer des chevaliers dans un truc qui se veut un petit peu dans l'ambiance du roi Arthur et tout. Donc déjà... c'est une proposition peut-être un petit peu plus incisive, j'ai envie de dire, puisque on va jouer tous des chevaliers dans Mythic Bastionland. Et c'est aussi une proposition, on s'attend à ce qu'il y ait plus de combats. Donc, comme, on va dire, ça reste très bac à sable, mais ça l'est moins, puisque après on va faire des trucs de chevalier, on sait qu'on va se battre plus et tout, donc il y a plus de mécaniques pour rendre ça plus intéressant. Aussi pour rendre les personnages plus puissants en combat que dans le Cairn de base. Pour donner un avantage un petit peu sur ce qui les entoure et tout. On va aller voir ça. Aussi, il y a des règles un petit peu à la Pendragon pour gérer, entre guillemets, des domaines, le passage du temps, etc. Je vais pas m'y pencher énormément sur ces choses-là, mais on va quand même passer dessus. Parce que pour moi, Mythic Bastionland, même si c'est un jeu que je trouve inspirant et où je me dis, je pourrais y jouer comme ça, moi, je suis plutôt friand de faire mes propres campagnes dans mes propres univers et tout. Donc en fait, quand je vais regarder un système, je vais plutôt voir qu'est-ce que je peux prendre pour faire le truc que j'ai envie de faire en ce moment. Et dans Mythic Bastionland, ce qui est bien, c'est que Chris McDowell, celui qui a l'origine de la base de toutes ces règles-là, il vient ajouter des trucs, donc on peut considérer que c'est assez fiable, que ça va pas péter le jeu et ça peut nous donner des bonnes idées. On est parti. Alors je vais commencer encore une fois par la fiche de personnage, parce que ça va nous permettre d'aller plus directement dans les différences de base du jeu. Vous voyez que c'est un peu plus chargé. Alors il faut savoir que la fiche de personnage que je vous montre là est très stylée, mais ce n'est pas la fiche de personnage officielle de Mythic Bastionland. C'est une fiche qui a été créée par quelqu'un de très cool. Donc qu'est-ce qu'on voit qui change? Déjà, notre force, notre dextérité et notre volonté ont été remplacées par la clarté, la vigueur et l'esprit. Donc c'est globalement les mêmes domaines qui sont couverts. Hein. Mais c'est juste qu'en fait, à la place d'avoir des caractéristiques, ici on parle plutôt de vertu. Et donc ça, il y a un côté un petit peu plus lyrique, un petit peu plus... ouais, on est dans une fable de chevalier, vous voyez. On a... la mouche. La mouche me rend ouf. On a la garde, qui remplace les HP, qui a un meilleur terme, honnêtement. Je pense que dans Cairn, on aurait dû appeler ça la garde aussi, d'une certaine manière. Parce que c'est vraiment le mot qui correspond le mieux au fait de parer, esquiver, être alerte, d'éviter les coups. Mais c'est la même chose que les HP qu'on a vu plus tôt. Qu'est-ce qui change, grosso modo? Eh bien, déjà, notre personnage, il va avoir une capacité spéciale. Alors, dans Cairn 2e édition, on l'a vu, ce sera peut-être le cas, je sais pas, sur tous les backgrounds et tout, mais de base, dans Cairn, vous n'avez pas de capacité spéciale. Là, vous allez avoir une capacité spéciale. Vous allez avoir un trait spécial, vous allez avoir une passion, et il va y avoir des mécaniques de combat qui sont résumées directement sur la fiche ici, ce qui est très malin. La capacité spéciale et tout, on s'en fout un peu parce que en soi c'est pas une mécanique que je peux vous expliquer là puisqu'il y en a plein de différentes, mais il faut savoir que votre personnage aura un truc un peu weird comme ça en plus. Alors il y avait la même chose pour Electric Bastionland. Quand vous créez votre personnage, vous allez tirer en fait parmi 100 chevaliers différents. On les regardera après. Vous allez tirer parmi 100 archétypes de chevaliers différents de manière aléatoire. C'est pas 100 en plus. Je dis n'importe quoi, c'est 6 fois 12. Je vous laisse faire le calcul. Et cet archétype vous donnera votre capacité spéciale, votre trait spécial et tout. La passion va dépendre de votre archétype aussi, du chevalier que vous avez tiré, mais a le même effet pour tous les chevaliers. En gros, c'est un truc qui vous permet de regagner votre esprit quand vous perdez de l'esprit. Donc ça peut être, vous êtes un chevalier poète, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Vous déclamez une poésie, vous entendez une poésie, j'en sais rien, c'est la condition, c'est votre passion. Et si vous la remplissez, vous récupérez de l'esprit. Donc ça, je trouve que ça va un petit peu penser à... J'aime bien, ça me fait un peu penser à la légende des 5 anneaux pour le coup. On a des nouveaux états qu'on ira voir après, et on a des feats et des gambits. Donc les feats, qu'est-ce que c'est? Ça va être des capacités spéciales que seuls les chevaliers ont, donc c'est pour ça que vos personnages sont plus forts par rapport à Cairn, globalement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, avant de jeter les dés pour attaquer et tout, enfin à différents moments du combat, utiliser des dons de chevalier pour vous booster.
Donc par exemple, avant de jeter votre dé pour attaquer, votre dé de dégâts, vous pouvez faire un smite. Et si vous faites un smite, en fait, ce que vous allez faire, c'est un jet de vigueur. Si c'est réussi, votre smite fonctionne. Et donc, vous allez soit ajouter un des 12 à vos dégâts, soit avoir la propriété explosive dont on parlait plus tôt et pouvoir toucher tous les ennemis autour de vous, par exemple. Enfin, c'est tous les ennemis autour de votre cible principale. Vous allez pouvoir attaquer tous les ennemis autour de cette cible principale. Ça vous permet de faire des attaques de zone ou de faire une grosse attaque super forte. Ça, c'est le smite. Donc, c'est avant d'attaquer. Vous ratez votre jet de vigueur pour activer votre smite, vous devenez fatigué. Quand vous êtes fatigué, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pour le reste du combat à venir, jusqu'à la fin de ce combat, jusqu'à ce que vous puissiez vous reposer, vous ne pourrez plus utiliser aucun des dons qu'il y a ici. C'est-à-dire le smite, mais les deux autres non plus, vous ne pourrez pas vous en servir. En fait, une fois que vous en avez raté un, c'est terminé pour le combat, mais au prochain combat, vous pouvez les refaire. C'est assez simple, en fait. On a un autre don qui est le deny. Vous allez voir pourquoi je parle du deny avant le focus. Le deny, c'est après avoir subi une attaque que vous pouvez décider de l'activer. Vous faites un jet de... Je me rends compte que je fais une erreur sur les règles en relisant là. Ça change tout. En fait, ça fonctionne automatiquement et votre jet, c'est juste pour voir si vous êtes fatigué. Donc en combat, vous êtes sûr de pouvoir faire au moins un don. Donc je change un petit peu ce que je disais juste avant, je me corrige là tout de suite. Si je veux smite, je reprends l'exemple du smite, bah ça marche. C'est juste qu'après l'avoir utilisé, là je fais le jet pour voir si je serai fatigué ou pas après l'avoir fait. Donc la première fois que vous faites un truc, ça va forcément marcher. Bref, je reviens à ce que je disais. Donc le don deny, ce que ça fait, c'est que vous retirez un dé des dégâts de votre adversaire. Donc ça peut être... vous protégez un allié ou ça peut un allié proche ou ça peut être une attaque qui vous concerne. Vous utilisez deny et vous retirez un des dés de l'attaque de votre adversaire. Ensuite, vous faites un jet d'esprit. Si vous réussissez, rien ne se passe. Si vous ratez, vous êtes fatigué, vous pouvez plus utiliser ni deny, ni focus, ni smite. Ok. Pourquoi je vais pas vous parler de focus tout de suite? Parce que pour comprendre ce que c'est le focus, il faut que je vous parle des gambits. Les gambits, en gros, c'est différentes manières de vous servir de vos jets de dégâts. Donc c'est plus crunchy, c'est un petit peu plus... Il y a plus un mini-jeu que dans Kern. En gros, je sais pas, admettons, je fais une attaque qui fait... je charge avec mon cheval, ça me donne un des 4. J'ai une épée courte qui me donne... J'ai une épée courte qui me donne un des 6 et j'ai une capacité quelconque qui me donne, je sais pas moi, un des 10 quand je charge à cheval. Et en plus, j'ai fait un smite. Donc, mon attaque, c'est 4 dés, ok. Un des 12, un des 6, un des 4, un des 10. Je les jette tous et... Mon meilleur résultat, celui qui va me servir à faire mes dégâts, c'est mon D12 qui a fait 10. Donc je vais faire 10 points de dégâts. Mais il me reste des dés. Il me reste mon D4 qui a fait 1, mon D6 qui a fait 3 et mon D10 qui a fait 6. Alors, le 1 et le 3, je peux l'enlever tout de suite. Mais tous les dés qui ont fait au-dessus qui ont fait 4 ou plus, je peux m'en servir pour des gambits. Et les gambits, c'est des petits effets. Donc là, j'ai un 6, donc c'est un 4, c'est plus que 4. Donc en plus de mon dé qui a fait 10 de dégâts, je vais pouvoir choisir un gambit. Donc c'est un petit effet. Donc ça peut être rajouter 1 à mes dommages, ça peut être me déplacer après mon attaque, ça peut être repousser mon adversaire au loin, ça peut être empêcher mon adversaire de bouger, ça peut être coincer son arme, ça peut être plein de choses différentes. Alors je vais pas aller dans les détails des gambits, il y a des règles un peu pour certains, l'adversaire il peut résister, tout ça. Mais en gros voilà, quand vous attaquez quand vous attaquez, vous pouvez utiliser vos dés autrement qu'en faisant des dégâts, si vous le souhaitez. Et ça s'applique aussi si vous attaquez tous la même cible, parce que je vous rappelle la règle qui dit que si tous les PJ attaquent un même adversaire, on jette tous leurs dés, mais on garde que le meilleur pour les dégâts. Par contre, tous les autres dés, on pourra les utiliser pour les gambits. Ce qui fait que tout le monde va avoir potentiellement son petit mot à dire sur ce qui se passe sur cette phase de combat et sur ce qu'il fait pour gêner l'adversaire et tout, en sachant que dans une situation classique, le gambit par défaut qu'on pourrait choisir si on n'a pas trop envie de réfléchir, c'est bolster qui donne plus 1 à mes dégâts. Donc voilà, ça c'était les gambits. Et le troisième don dont on n'a pas parlé, focus, eh ben ça permet tout simplement d'avoir un gambit gratuit sans dépenser de dés. Et une fois que je m'en suis servi, il faut que je fasse un jet de clarté. Si je rate, je suis fatigué, je peux plus utiliser de don. Vous devez avoir, si vous regardez toute la vidéo en détail, vous avez peut-être le cerveau qui chauffe, mais c'est simple. Hein. Honnêtement, c'est simple. C'est juste que là, ça fait un moment qu'on parle et que je vous raconte des mécaniques. Donc c'est plutôt sympa. Alors moi, je vous avoue que j'avais un petit truc qui me gênait, donc qui me pose question, dont je suis pas encore très sûr là-dessus. C'est que du coup, ces mécaniques de gambit et de fit, ça invite un petit peu à avoir un gameplay où en fait, on va d'abord tous jeter nos dés et ensuite les répartir, décrire, etc. Et même sur les effets spéciaux. En fait, on va plus volontiers dire « Ok, on attaque tous le géant, on jette tous nos dés de dégâts et ensuite prendre des dés pour choisir des gambits » que de dire « Ok, moi je l'attaque avec ma hache. Ok, moi j'essaye de prendre une corde pour lui coincer les pieds. » Vous voyez? Parce que prendre une corde pour lui coincer les pieds, ça veut dire que je vais leur faire peut-être un jet. En fait, je donne mon intention avant d'avoir jeté les dés.
le MJ va arbitrer et tout, on sait pas trop ce que ça va faire, alors que finalement, en jetant tous les jets de dégâts et en utilisant un de ces dés pour le gambit, et en faisant stop, un effet qui empêche l'adversaire de bouger au prochain tour, j'ai à peu près le même effet que d'enrouler une corde autour des pieds du géant, vous voyez. Et ça, je suis pas sûr que j'aime bien. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, je vais pas tergiverser là-dessus, mais voilà, c'était un petit truc que j'avais envie de dire. Et donc sinon, qu'est-ce qu'on a dans Mythic Bastionland? En gros, on va jouer des chevaliers qui vont vieillir, etc., qui vont traverser les âges, donc c'est cool parce qu'on peut jouer un peu sur plusieurs générations à la Pendragon, et on va essayer d'accumuler de la gloire, qui n'a pas d'effet mécanique direct, si ce n'est qu'on va être plus respecté, et potentiellement pouvoir avoir un bastion à nous, avoir une place au conseil, ou avoir une petite troupe qui nous accompagne, etc. Donc ça, c'est la gloire. Notre âge, ça va déterminer aussi quand on va vieillir, etc. Nos caractéristiques vont un petit peu évoluer. Donc c'est assez intéressant pour faire des petites histoires de chevaliers. Donc là, c'est la création de personnages, c'est quasiment comme Cairn. En fait, je vais passer et je vous remontrerai à la fin les trucs. On a à peu près les mêmes règles de base, grosso modo, genre de tous les trucs de combat dont je vous parlais. On a juste des états un petit peu plus variés, à savoir que quand on arrive à 0 de vigueur, alors si on arrive à 0 de vigueur avec des dégâts, en se prenant un coup d'épée dans la tronche, là. C'est comme dans Cairn ou comme dans Into the Odd et tout, je pense. On est mort, hein, si c'est à cause de dégâts. Mais il y a d'autres choses qui peuvent nous faire perdre de la vigueur. Et si on arrive à 0 de vigueur par d'autres choses, on devient fatigué et on ne peut plus attaquer et se déplacer dans le même tour. Si j'arrive à 0 de clarté, je suis exposé et donc je n'ai plus de garde, donc de HP dans Cairn. Et si j'arrive à 0 en esprit, je suis impaired, je sais pas trop vous le traduire comme ça, mais en gros, mes dégâts ne font plus que des D4. En fait, on a différents états un petit peu. On a toujours les scars, hein, les cicatrices, et voilà, il y a différents moyens de regagner nos 3 caractéristiques avec des remèdes, des passions, tout ça. On a donc les règles de combat qui sont un petit peu plus complexes. Vous voyez, on nous parle de murs de bouclier, de combat monté, etc. On a des règles pour avoir notre troupe, etc. Pour les combats de masse, qui risquent d'avoir un petit peu plus souvent. On pourrait peut-être avoir des petites armées et tout, vu qu'on est des chevaliers. Ici, on a tous les équipements, qui ont un petit peu plus aussi de variété dans leur mécanique. On a une différence entre les armes longues et les armes courtes. Et puis ensuite, on a des trucs plus sur le royaume, etc. Donc là, le cadre de jeu, ça va être une sorte de X-Crawl dans un royaume où il y a des mythes et il faut découvrir ces mythes, etc. pour gagner de la gloire et tout. Ceux qui peuvent nous aider à nous apporter des connaissances sur ces mythes, ce sont les seers, donc des voyants, etc. Ça me fait beaucoup penser à Inevitable, dont je vous parlais sur une autre vidéo de la chaîne. Et voilà, on est vraiment dans les trucs arthuriens. On a tout un système pour créer notre X-Crawl, pour créer nos petits donjons. Ça fait penser à Cairn. Et les deux s'influencent, c'est logique. Même si l'un est arrivé avant l'autre, et puis que l'autre a recréé un jeu en reprenant peut-être des inspirations de l'un et de l'autre. C'est une conversation autour de tout ce système. Et donc, on a un truc pour créer un royaume, on a un truc pour créer un petit donjon vite fait. On a des conseils pour mener le jeu. On a tout un truc sur le voyage, avec la gestion du temps, du voyage, de l'exploration, etc. Je passe rapidement. On a un truc très léger sur comment on gère notre domaine. Est-ce qu'il y a des problèmes qui arrivent et tout. Et c'est pas un truc de gestion où on a des ressources et tout. Hein. C'est juste savoir ce qui se passe. Est-ce que, je sais pas, il y a une famine, un truc pour que ça vienne teinter l'univers avec le temps qui passe. Parce que nos fameuses règles de temps, là, que j'ai scrollé un peu rapidement, le time, c'est pour évoluer à travers 3 saisons. Spring, Harvest and Winter. Et c'est là où nos personnages vont vieillir. Et on peut aussi passer des âges. Et donc, en fait, même si on peut faire un one-shot de Mythic Bastionland, la proposition au cœur du truc, je pense, c'est au moins de jouer la vie entière d'un chevalier, voire de son héritier et de ses héritiers, de faire un peu évoluer le royaume, tout ça. Je vous passe tout ça, même si il y aurait sûrement plein de choses à en dire. J'ai pas assez joué et tout pour avoir les idées claires pour vous expliquer ça. Ensuite, on a des tables aléatoires pour générer de la nature. La civilisation, des gens, des idées de combat, tout ça. Donc, on a des trucs pour générer des choses. Et c'est là qu'on arrive à la méga création de personnages des chevaliers. 3 x 12 chevaliers, donc ça fait 60, plus 2 x 6, 12, 72 chevaliers différents qu'on peut tirer aléatoirement. Et on a pareil pour les mythes. Donc, en gros, comment c'est un chevalier? Alors, on va tirer nos caracs, etc., un petit peu comme dans Cairn, à quelques exceptions près. Et en fait, ensuite, on va tirer notre chevalier. Donc, par exemple, là, c'est le True Knight, le chevalier de la vérité, entre guillemets. Ça va nous donner notre équipement. Ça va nous donner une capacité. Donc ici, Punitive Stroke. Quand on fait une attaque sur quelqu'un dont on sait que c'est un menteur, on gagne 1 des 10 et on ignore son armure. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, vu qu'on est le chevalier de la vérité. Et on va avoir une passion, l'honnêteté. Et donc, on va regagner notre esprit quand on dit la vérité
alors qu'un mensonge aurait été plus bénéfique. Donc c'est cool, ça donne des petits trucs de roleplay et tout. On avait un peu le même délire dans Electric Bastion Land avec les failed career. Donc c'était Electric Bastion Land, c'était l'idée, je crois, c'était de jouer. Alors c'est beaucoup moins mon truc. Hein, moi j'aime bien la fantasy, je suis un peu basique. Hein. C'était une sorte de ville industrielle magique. Et à la place de chevaliers, on jouait des gens qui avaient raté leur carrière. Et on tirait aléatoirement la carrière qu'on avait ratée. Et on avait des capacités comme ça et tout. Bah là, on a la même chose pour les chevaliers. On va avoir un symbole de vérité, tout ça. On va avoir un seer lié. Donc un seer, c'est un voyant. Hein. C'est celui qui a fait de nous un chevalier. Ce sont les seers qui nous font chevalier. Et en bas de chaque page, on va aussi avoir un petit oracle. Comme ça, on peut juste, quand on veut tirer, entre guillemets, sur une table aléatoire, ouvrir le livre à une page. Et en bas, eh ben, on a une personne, une caractéristique, un objet, une créature, on a des mots aléatoires si on veut improviser. Et pour chaque chevalier comme ça, on va aussi avoir un mythe. Et un mythe, ça c'est vraiment une idée que j'ai vraiment kiffé. Qui me fait penser au Doom de Inevitable, au front de Dungeon World, etc. Un mythe, c'est un thème, genre là, la peste. Et ça comprend à la fois un petit casting, genre un petit bestiaire lié à la peste, une petite table aléatoire qui dépend du thème de la peste et tout, et des omens, donc des signes d'événements ou de rencontres, etc., qu'on va rencontrer dans l'ordre, en voyageant, en laissant le temps passer, et qui vont faire avancer petit à petit cette intrigue de la peste. Page suivante, j'ai à nouveau un chevalier avec une capacité spéciale, des équipements spéciaux, des nanana. Page suivante, bam, j'ai à nouveau un mythe en plusieurs étapes, avec un petit bestiaire lié à ce mythe. Et qu'est-ce qui se passe ? Et à chaque fois, c'est des trucs assez qui peuvent être relativement vagues, relativement étranges. Ça joue beaucoup sur l'étrange, un peu comme dans le film The Green Knight. Et donc, vous pourriez l'interpréter de manière différente en fonction du MJ que vous êtes, ce mythe. Et en fait, je trouve que c'est une bonne réserve de plein de situations, de trucs que vous pourriez mettre dans n'importe quel jeu, honnêtement. La Wyvern, vous êtes là, dans votre campagne, vous dites les PJ, ils arrivent dans une nouvelle région, il faut qu'il y ait des trucs bizarres, un peu, qui n'ont pas forcément un lien avec mon intrigue principale. Ah, la Wyvern, ça pourrait être stylé qu'il y ait une Wyvern et qu'il y ait une sorte de prophétie autour de la Wyvern, une histoire et tout. Et hop, vous allez à la Wyvern, et là vous avez une sorte d'histoire. Qu'est-ce qu'a fait cette Wyvern ? Et ça va crescendo, et vous allez avoir une sorte de quête, quoi. Et pas une quête en mode voilà ce que vous devez faire pour gagner la quête. Plutôt une sorte de petite histoire qui peut évoluer pour vous inspirer ou que vous pouvez utiliser tel quel. Et il y en a plein. Il y en a plein, ça représente, je dirais, la moitié du bouquin. Hein. Là, je scroll. Je suis à la page 129, j'y suis encore. Je suis à la page 163, j'y suis encore. J'avance, il y en a plein. À la fin, il y en a un dernier un peu spécial, un peu spoil, je le passe. Et donc, ça vous fait énormément de ressources supplémentaires pour jouer dans un jeu à la Into the Odd, à la Cairn, à la Mythic Bastion Land. Vous pouvez jouer tel quel à Mythic Bastion Land si c'est votre délire. Si vous êtes plutôt comme moi à aimer bricoler, c'est une énorme ressource aussi. Avec en plus ces mécaniques de combat un petit peu plus poussées, un petit peu plus tactiques, un petit peu plus jeu dans le jeu si ça vous plaît. Et enfin, on termine par un Odd Pocrypha. Donc ça, on retrouvait ça aussi dans Electric Bastion Land. C'est une sorte d'énorme guide de conseils et d'exemples de situations, de comment arbitrer, où on vous donne à la fois des exemples de comment moi je ferais, moi l'auteur, mais aussi des pistes de réflexion, et où on vous rappelle fréquemment que vous faites bien comme vous voulez au final, que ce sont des exemples, des manières de faire, que c'est censé vous ouvrir l'esprit, vous délivrer des petites techniques, des petits trucs, et à chaque fois c'est en prenant vraiment les règles du jeu. Hein. C'est-à-dire comment gérer the upper end, donc avoir une position avantageuse. Comment gérer les gambits. On a un exemple. Les pensées de l'auteur, comment il a réfléchi les gambits. On a un truc sur les dégâts. On a un truc, d'ailleurs, je devrais relire le truc sur les gambits. Vous voyez, je vous disais que moi, je sais pas, il y a un truc qui me gênait dans cette mécanique. Il faudrait que je relise ce petit bout-là. Comment ça fonctionne, l'hospitalité, les landmarks. En fait, il vous explique après. Et ça, c'est assez intéressant. C'est que au lieu de vous prendre plein de place à côté des règles pour vous donner des conseils, vous voyez, ça c'est aussi intéressant en termes de structure de livre, les règles tiennent sur 20 pages. Allez, 20 pages en gros les règles, parce qu'il n'y a que les règles. Donc quand vous voulez aller voir les règles, ça va très très vite. Elles sont écrites de la manière la plus concise possible, et si vous voulez des conseils sur comment utiliser les règles, etc., des exemples, etc., c'est un endroit séparé, et donc ça permet de plus séparer le bouquin entre les conseils, si j'ai pas compris une règle, je vais voir à la fin, et donc d'avoir, entre guillemets, un truc de référence, et un truc de lecture plus poussé. La vidéo est bien longue, je pense, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous a plu. Je terminerai en disant que voilà, moi ce que je trouve important à retenir, enfin pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est que je trouve que ce sont des jeux, et en particulier Cairn, qui collent pas mal à ce que je recherche, c'est-à-dire des jeux minimaux, mais c'est un peu une alternative à 2D6 plus bullshit, où au final, dans le nom, il y est le terme
bullshit. Dans 2d6 plus bullshit, c'est moi qui donne les conséquences et tout, donc ça me tente beaucoup plus de faire des plot armor, de respecter des choses, etc. Et moi, ce que j'avais beaucoup apprécié dans ma longue campagne de Shadow Dark que j'ai faite, c'est ce côté beaucoup plus tranchant. C'est-à-dire que quand on est dans un combat, moi, le MJ, j'en sais pas beaucoup plus que vous sur est-ce que ça va bien se passer, quoi. Je j'ai pas d'idée de et là, au pire, je fais fuir les ennemis pour vous sauver et tout. Non. Je mets la situation et c'est beaucoup plus tranché. Donc, ça ne sert pas les mêmes choses, hein, on est d'accord. Mais a fortiori, force est de constater que moi, ce que je préfère, c'est créer un univers, et ensuite que les joueurs ils soient hyper immergés dans cet univers, mais que je ne contrôle pas l'histoire le moins possible, et qu'ils prennent leurs décisions, et que les règles tranchent fort, surtout sur les moments importants, comme se mettre dans une position difficile, la mouche, casse-toi, je ne veux plus te voir. Et voilà, en fait, ça me permet de conclure, parce que sinon je vais reboucler. Vous m'avez écouté pendant toute la vidéo, vous devez en avoir marre, je vous laisse. N'oubliez pas que Cairn en version française, c'est gratuit si vous voulez jeter un petit œil et tester, qu'il y a plein de petites aventures qui sont publiées, alors sûrement plus en anglais qu'en français, mais que si vous tapez Cairn, jeu de rôle, vous allez trouver des références et tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé ces jeux? N'hésitez pas à venir sur le Discord. Et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au blog si vous voulez, que j'ai commencé. Je mettrai un lien dans la description. Je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ. Merci encore de m'avoir écouté. Ciao!